Je m'appelle Claire Dubois. J'ai 39 ans et il y a 6 mois, mon mari, l'homme que j'aimais plus que tout, à qui j'avais tout donné, m'a fait ça. C'est encore difficile à croire, encore plus à dire. Pourtant, c'est la vérité. Et maintenant que tout a éclaté, que le vernis s'est écaillé et que je vois enfin les choses telles qu'elles sont, je ne peux plus me taire. J'habite à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, avec Julien, mon mari depuis 15 ans, et nos 2 enfants adolescents, Thomas et Lila. Je suis infirmière à l'hôpital Édouard Herriot. Les journées sont longues, éreintantes, souvent sans pause. Et les nuits, je rentre tard, je prépare le dîner, j'aide les enfants avec leurs devoirs, je fais tourner une lessive, je me couche à minuit et je recommence le lendemain. Julien est cadre dans une société d'urbanisme. Il a toujours été charmant, sûr de lui, parfois distant, mais je mettais ça sur le compte du stress du travail. Il disait souvent que j'étais le pilier de notre famille. Je le croyais, je l'aimais, je l'ai aimé plus que moi-même. Alors, quand ce soir-là, je suis rentrée encore en uniforme, encore épuisée, et que j'ai vu cette notification sur son téléphone posée sur la table du salon, j'ai voulu croire que c'était anodine. Un simple message d'une collègue, écrit avec un ton un peu trop léger. « Merci encore pour hier, t'es vraiment le meilleur. » Accompagné d'un petit cœur rouge. J'ai senti une piqûre au creux du ventre. Une alerte. Mais j'ai balayé l'idée. Ce n'était rien. Une amie, une camaraderie mal interprétée. Julien me connaissait par cœur. Il n'aurait jamais fait ça. Pas lui. Pas nous. Et puis, après tout ce temps ensemble, la confiance est censée être la base, non? J'ai reposé le téléphone sans y répondre, sans dire un mot. J'ai embrassé Thomas sur le front, j'ai demandé à Lila si elle avait terminé son exposé sur la Révolution française, et j'ai souri à Julien comme si de rien n'était, comme si je n'avais rien vu, comme si mon cœur n'avait pas tressailli pendant une seconde de trop. Les jours suivants, j'ai essayé d'oublier, de faire taire cette sensation étrange, cette intuition que quelque chose clochait. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue, du stress, des heures supplémentaires. Mais plus j'y pensais, plus quelque chose en moi s'agitait. Une voix faible, persistante, que je refusais d'écouter. Et pourtant, tout avait l'air normal. Julien riait avec les enfants, me proposait de faire les courses, préparer des plats les samedis soirs. Il m'embrassait encore le matin, parfois. Il disait « Je t'aime », parfois. Pas tous les jours. Mais assez pour que je continue à croire. Ou à vouloir croire. Ce n'est que maintenant, avec le recul, que je comprends à quel point tout était déjà en place. À quel point la routine était devenue le paravent parfait pour ces mensonges. Ce message n'était pas une anomalie. Il était une alerte douce, presque trop polie, d'un tremblement de terre à venir. Je n'ai rien vu. Ou plutôt, je n'ai pas voulu voir. Mais cette soirée-là, même si je n'en avais pas conscience, fut le point de bascule. Le moment précis où mon monde a commencé à se fissurer. Pas avec fracas, pas encore. Juste une fine craquelure, discrète, mais irréversible. Une ligne, dans le verre qui, tôt ou tard, allait le briser entièrement. 2 jours plus tard, c'était un dimanche matin, le genre de matin calme où chacun traîne un peu dans son coin. Thomas jouait à un jeu vidéo dans sa chambre, Lila lisait sur le canapé avec ses écouteurs, et moi, je préparais des crêpes pendant que le café coulait. Julien, lui, semblait de bonne humeur. Il pianotait sur son téléphone tout en feuilletant un vieux magazine d'architecture. Puis, comme à son habitude, il est monté à l'étage pour prendre une douche. Son téléphone est resté là, sur la table de la cuisine. Déverrouillé. L'écran allumé. Une autre notification venait d'apparaître. Une nouvelle fois, le même prénom. Camille. J'ai hésité. Longuement. Mon cœur battait à toute vitesse. Et puis, sans vraiment réfléchir, sans me sentir en train d'espionner, mes yeux ont glissé sur la conversation. Ce que j'ai lu m'a glacé. Ce n'étaient pas des messages d'amitié. Ce n'était pas une collègue sympathique. Il y avait des mots doux, des surnoms, des promesses. Mais aussi, autre chose. Une phrase qui m'a figée sur place. Il faut finir ça avant que Claire comprenne tout.
Elle est plus intelligente que tu crois. Finir quoi? Finir comment? Je relisais, incrédule, les échanges précédents. Julien parlait de s'organiser, de documents, de préparer les choses sans faire de vagues. Camille répondait par des suggestions, des horaires, des encouragements froids. Ce n'était pas juste une trahison affective, c'était un plan, un projet. Et j'étais l'élément à éliminer. Mes mains tremblaient. Mon souffle se faisait court. Une partie de moi voulait continuer à lire, fouiller encore, descendre plus profondément dans ce puits de mensonges. L'autre voulait tout reposer, faire semblant, reculer dans le confort de l'ignorance. Mais je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus ignorer. Quelque chose de grave se tramait, et j'étais au centre de ce projet. Pas comme actrice, comme cible. Julien redescendait. J'ai eu juste le temps de poser le téléphone exactement comme il était, de reprendre ma spatule, de tourner une crêpe comme si tout était normal. Quand il est entré, il m'a souri. Il m'a demandé si on avait du sirop d'érable. Et moi, j'ai répondu que oui, tout en essayant de ne pas croiser son regard, tout en gardant ce sourire vide, mécanique, qui me faisait mal aux joues. Le reste de la journée s'est déroulé dans une atmosphère étrange. Chaque mot que Julien prononçait, chaque geste, chaque attention, résonnait autrement. Il devenait un acteur dans un décor que je pensais connaître. Moi, j'étais le public naïf, celui qui croyait encore à la sincérité du rôle. Le soir, dans notre lit, j'ai feint la fatigue. Il s'est approché de moi, a glissé un bras autour de ma taille. J'ai fermé les yeux. Pas de tendresse, cette fois. Juste de la glace. Dans ma tête, les phrases de Camille défilaient. Avant qu'elle comprenne tout, je ne dormais pas. Je ne rêvais plus. J'étais éveillée dans une vie que je ne reconnaissais plus. Les jours suivants, je suis devenue une spectatrice, silencieuse de ma propre vie. Tout ce que je croyais figé, stable, avait basculé dans une autre réalité. Et moi, je n'avais plus qu'une certitude. Je devais comprendre ce qui se tramait derrière mon dos. Je n'ai parlé à personne, pas même à ma meilleure amie du service. Pas encore. Je me contentais d'observer. Julien continuait ses journées comme si de rien n'était. Toujours attentif en apparence, toujours charmant avec les enfants, toujours ce sourire bien placé, ce ton rassurant. Mais derrière les gestes, je voyais désormais les mécaniques froides de quelqu'un qui maîtrise chaque détail, chaque minute. J'ai commencé à fouiller. Pas dans le chaos, pas dans la colère. Juste pour retrouver des fragments, des preuves, n'importe quoi qui me permettrait de reconstituer l'envers du décor. Dans une vieille boîte au fond du placard de notre chambre, j'ai trouvé des extraits bancaires que j'avais totalement oubliés. Ils ne correspondaient pas à notre compte commun. Un compte séparé, à son nom seul, avec des retraits réguliers vers une autre banque, une série de transferts qui avaient commencé il y avait presque un an. Des sommes qui variaient, toujours, juste en dessous des plafonds de surveillance automatique. C'était minutieux, trop propre. Je me suis souvenu aussi d'un épisode étrange, quelques mois plus tôt. Une carte bleue qui ne passait pas au supermarché. Julien avait parlé d'un problème technique, d'un bug, et moi, comme toujours, j'avais cru. Mais maintenant, je voyais le puzzle autrement. Des frais de notaire injustifiés pour la gestion de notre appartement, des assurances dont je n'avais jamais entendu parler, un contrat de prévoyance signé à mon nom sans que je l'aie validé, avec lui comme bénéficiaire. Je n'étais plus seulement une femme trompée. J'étais une cible financière. Une ombre qu'il fallait effacer de manière discrète. Chaque soir, je consultais à nouveau les messages qu'il recevait. Grâce à l'accès discret que j'avais gardé, Camille apparaissait régulièrement. Toujours vague, toujours efficace. On avance bien. Les papiers sont prêts. Elle ne se doute de rien, j'espère. Je me demandais s'ils riaient ensemble. De ma naïveté, s'ils avaient établi un calendrier, un plan de sortie, une date limite, mon effacement. Et ce n'était plus seulement la trahison qui me blessait. C'était la préméditation, la froideur. Julien ne voulait pas simplement partir. Il voulait me dépouiller. De mon argent, de ma maison, de mes enfants, peut-être.
de ma dignité. Je me suis rappelé de petites choses, désormais pleines de sens. Ses absences plus longues, ses voyages imprévus, sa soudaine obsession pour que je ne touche pas à ses papiers de travail, et surtout, cette manière qu'il avait depuis quelque temps de me faire douter de moi, de dire que j'étais fatiguée, que j'oubliais des choses, que je devenais paranoïaque. Il avait préparé le terrain, lentement, insidieusement. Un soir, en rentrant plus tôt que prévu, je l'ai surpris en train de parler au téléphone. Il a coupé la conversation dès qu'il m'a vu. Il a souri, m'a dit que c'était un collègue. Mais j'avais entendu son ton. Pas le ton d'un architecte fatigué. Le ton de quelqu'un qui donnait des ordres. Je n'étais plus sa femme, j'étais un obstacle. Et moi, je savais désormais que je ne pouvais plus fermer les yeux. Plus maintenant. Plus jamais. Je ne pouvais plus faire semblant. Mon cœur battait à tout rompre chaque fois que je posais les yeux sur Julien. J'avais besoin de réponses, même si, au fond, je connaissais déjà les questions. Ce n'était plus un doute. C'était une vérité à affronter, nue, brute, déchirante. Ce soir-là, j'ai attendu que les enfants soient en coucher. Thomas dormait profondément. Lila avait ses écouteurs bien vissés dans les oreilles. Le salon était plongé dans une lumière tamisée. Julien lisait sur le canapé, pieds nus, l'air tranquille. Une image parfaite d'un homme paisible. Un mensonge parfait. Je me suis approchée. J'ai pris une grande inspiration. Et je lui ai dit « Il faut qu'on parle ». Il a levé les yeux vers moi. Son sourire s'est figé, un instant. Puis il l'a réajusté, comme un masque remis en place. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas tourné autour du pot. Je lui ai parlé de Camille, des messages, du compte bancaire, de la police des mouvements financiers, du contrat d'assurance en mon nom. J'ai dit les choses, une à une, avec précision, sans hurler, sans pleurer. Je voulais des réponses, pas un drame. Julien a d'abord ri, un rire sec, court, comme s'il venait de m'entendre raconter une mauvaise blague. Puis il s'est levé, a haussé la voix. Pas de colère, de l'indignation. Tu m'espionnes maintenant? Tu deviens complètement parano, Claire. Tu devrais vraiment te reposer. Tu travailles trop, tu vois des complots partout. Je me suis tenue droite. Je n'ai pas cédé. Je lui ai dit que je voulais comprendre, que j'avais besoin qu'il me dise la vérité, qu'il me devait ça. Alors, il a changé de stratégie. Il est passé à l'attaque. Tu contrôles tout, depuis des années. Tu crois que tu tiens cette maison à bout de bras, mais tu ne te rends même pas compte de tout ce que je fais pour que les choses fonctionnent. Tu ne me regardes plus comme avant. Tu ne t'occupes plus de toi, plus de moi. Tu veux toujours avoir raison. Tu te prends pour une héroïne fatiguée, mais tu n'es pas la seule à vivre des journées difficiles. Il a évoqué les enfants, le stress, le quotidien. Il m'a reproché mon silence, mes soupçons, mon ton. Il a tenté de me faire douter. Et pendant un instant, une fraction de seconde, j'ai vacillé. Et s'il avait raison? Et si c'était moi le problème? Et si j'avais mal interprété? Mais non, pas cette fois. Je lui ai dit que je ne doutais plus, que je savais ce que j'avais vu, que les preuves étaient là, et que je ne resterais pas là, sans rien faire, à le regarder me détruire en douceur. Julien m'a regardé longtemps, puis il a baissé la tête. Il a murmuré « Tu veux des réponses, Claire? Tu crois vraiment que tu les supporteras ?» Il n'a pas continué. Il a pris ses clés, il est sorti. Et moi, je suis restée là, debout au milieu du salon, le cœur tambourinant dans ma poitrine. Pas de cris, pas de verre cassé, juste le silence après le mensonge. Ce soir-là, j'ai compris qu'il ne me verrait plus jamais comme avant. Et moi non plus. Les jours suivants, Julien a agi comme si rien ne s'était passé. Il rentrait à la maison à l'heure, partageait des repas avec les enfants, regardait la télévision à mes côtés. Il souriait même. Un sourire étrangement apaisé, presque satisfait. Il ne m'a pas reparlé de notre confrontation. Et moi, je n'ai rien dit non plus, mais je le voyais désormais. Vraiment.
Et ce que je voyais, c'était un homme qui savait exactement ce qu'il faisait. Je me suis plongée dans ce que je pouvais trouver. Tard, le soir, une fois les enfants couchés, je vidais les classeurs, ouvrais les tiroirs, fouillais les coins oubliés de nos étagères. Et chaque détail me rapprochait d'une vérité plus sombre. J'ai retrouvé un courrier dissimulé entre 2 vieux contrats de garantie. Une correspondance d'assurance datant de 2 mois. Objet. Confirmation d'activation de la police vie, Claire Dubois, bénéficiaire, Julien Dubois. Je n'avais jamais signé ce document. Ou plutôt, je croyais ne pas l'avoir fait. Mais ma signature y figurait, parfaitement imitée. Trop parfaite. Une autre fois, en consultant d'anciens relevés, je suis tombée sur une série de paiements à une étude notariale du quartier. Étrangement, ces frais ne figurèrent pas dans notre dossier d'achat de l'appartement. En vérifiant, je me suis aperçue que cette même étude gérait d'autres démarches, dont je n'avais jamais été informée. Julien, pendant ce temps, devenait de plus en plus distant émotionnellement, présent physiquement, mais ailleurs. Il répondait par des phrases brèves, parfois mécaniques, et lorsqu'il me regardait, ce n'était plus avec amour, ni même avec mépris. C'était avec indifférence, comme si j'étais déjà un fantôme. Je me suis souvenue alors d'une discussion que nous avions eue des mois auparavant. Il m'avait demandé presque innocemment si j'étais bien à jour sur nos comptes, si je m'occupais de tout comme d'habitude. J'avais souri à l'époque, flattée de cette confiance. Maintenant, je voyais. Il avait semé les graines, avec méthode. Il savait que j'aimais tout organiser. Il savait que je garderais tout dans ma tête. Et il avait compté là-dessus pour camoufler ce qu'il faisait. Un soir, en fouillant dans un vieux carton de souvenirs dans la cave, je suis tombée sur une enveloppe contenant un double de nos premières déclarations fiscales communes. À côté, un autre document, une procuration signée en mon nom, que je n'avais jamais vue. Je l'ai apporté au service administratif de l'hôpital, où une collègue m'a confirmé que le document avait été utilisé pour ouvrir un produit bancaire dont je n'avais jamais entendu parler. Je commençais à perdre la notion du sommeil. Je n'étais plus seulement en alerte. J'étais dans une forme de veille constante. Chaque minute libre était consacrée à creuser, vérifier, confronter les faits. Et plus je découvrais, plus je comprenais que tout cela n'était pas le fruit de l'impulsion ou de la passion. C'était froid, planifié et vieux. Cela durait depuis bien plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Il avait déplacé de l'argent, mis en place des protections à son seul avantage. Commencé à construire une vie à côté de la mienne, sans moi, sans même avoir besoin de partir. Et moi, pendant tout ce temps, je courais entre l'hôpital et la maison, pensant bâtir une vie à 2. Je ne dormais plus, je ne souriais plus, mais je n'étais pas encore brisée. Quelque chose en moi s'éveillait, une colère tranquille, précise, une détermination qui, jusqu'ici, m'avait toujours manqué. Son nom revenait sans cesse dans les relevés, dans les échanges, dans les mouvements discrets des comptes. Camille Moreau. Je n'avais jamais entendu parler d'elle auparavant. Elle n'était pas une amie, pas une collègue, pas une connaissance. Et pourtant, elle apparaissait partout, comme une signature invisible d'un projet qui n'était pas censé me concerner, mais qui m'effaçait progressivement. Je me suis assise un soir devant mon ordinateur, seule, une tasse de café froid, à la main. J'ai tapé son nom. Le moteur de recherche m'a offert une avalanche de résultats. Camille Moreau, avocate, 34 ans, diplômée d'Aix-en-Provence, spécialiste en droit patrimonial et successoral. Et surtout, employée dans un cabinet situé à 2 rues de l'agence notariale avec laquelle Julien avait traité nos affaires immobilières. Je n'ai pas tout de suite compris le lien. Mais en relisant notre dossier de l'appartement, j'ai trouvé un nom, écrit en marge, presque illisible, Moreau. Une annotation rapide, lors d'un rendez-vous pour finaliser les actes. Elle avait été là, depuis le début. C'était donc plus qu'une liaison. Camille n'était pas simplement la femme avec qui Julien couchait dans mon dos. Elle était une associée, une architecte de la disparition lente de mon nom sur nos documents, de mon autorité sur nos comptes, une exécutante déguisée en amante.
Ou peut-être une amante devenue stratège. Je me suis rendue discrètement au cabinet où elle travaillait. En blouse d'infirmière, un dossier à la main, comme si j'étais venue pour une formalité. À l'accueil, on m'a dit qu'elle était indisponible aujourd'hui. Mais j'ai vu son nom sur la plaque, à l'entrée, et j'ai compris qu'elle ne se cachait pas. Elle n'en avait pas besoin. Tout était légal, propre. Elle s'était simplement glissée dans les failles de ma vie, avec la complicité de l'homme que j'aimais. Je me suis renseignée davantage. J'ai découvert qu'elle s'occupait aussi de la gestion de portefeuilles patrimoniaux, qu'elle avait accès à des comptes, à des leviers juridiques que je ne comprenais même pas encore entièrement. Julien l'avait choisie pour ça. Pas seulement pour son corps, mais pour ce qu'elle savait faire. Pour sa capacité à gommer une existence en toute légalité. Un soir, je l'ai vue. Par hasard. Sortant d'un restaurant du centre-ville, seule. Élégante, calme, téléphone à la main. Elle souriait. Je suis restée de l'autre côté de la rue, figée. J'ai imaginé m'approcher, lui parler, l'insulter. Mais je ne l'ai pas fait, parce qu'elle n'était pas mon ennemi direct. Elle était un outil, brillant, efficace, et parfaitement inconscient du mal qu'elle causait. Ou peut-être qu'elle savait. Peut-être qu'elle savait tout. Je suis rentrée ce soir-là avec un vertige étrange. Pas de jalousie. Pas de haine. Une certitude. Si elle était impliquée à ce niveau, alors il y avait des failles. Et ces failles, je devais les trouver. J'ai donc commencé à compiler. Tous les noms, les dates, les mouvements, les signatures. Chaque papier que je retrouvais, chaque mail que j'arrivais à intercepter. J'ai tout classé, numéroté, scanné. Une amie du service hospitalier, spécialisée en contentieux et préjudices privés, m'a aidé à comprendre les rouages que Camille utilisait. Elle m'a appris à lire entre les lignes, à reconnaître les montages, les clauses piégées. Camille était brillante. Mais moi aussi j'apprenais. Et ce que je découvrais, jour après jour, me renforçait. J'étais en train de renaître dans l'ombre même de celle qu'ils avaient choisie pour m'effacer. Je n'ai plus attendu qu'on vienne me sauver. J'ai compris qu'il fallait que je me sauve seule. Alors j'ai commencé à agir. En silence. Sans éclat, sans colère, sans menace. Comme une infirmière en pleine intervention, je me suis concentrée sur chaque geste, chaque détail, chaque précaution. Une erreur pouvait tout faire basculer. La première chose que j'ai faite a été de consulter discrètement un avocat spécialisé en protection des victimes de fraude patrimoniale. Un homme calme, précis, direct. Je lui ai tout raconté. Pas avec des supplications, mais avec des faits. Il m'a écouté pendant 1 heure, sans m'interrompre, et à la fin, il a simplement dit « Vous avez déjà fait le plus dur. Maintenant, il faut protéger vos arrières. » Il m'a aidé à ouvrir un nouveau compte bancaire, à mon seul nom, dans une autre banque. Nous avons mis en place des mécanismes pour transférer discrètement mon salaire et couper progressivement l'accès de Julien à certains fonds communs. Rien d'illégal. Juste des mesures de précaution, des murs qu'il ne verrait pas immédiatement, mais qui deviendraient infranchissables. J'ai aussi commencé à enregistrer. Des conversations, des échanges. Je notais tout. Chaque mot, chaque changement d'attitude, chaque déplacement suspect. Je construisais un dossier. Pas pour le confronter, pour le dépasser, pour le mettre face à une vérité que personne ne pourrait nier. Mon amie de l'hôpital, Élodie, celle qui m'avait déjà aidé à comprendre certains documents, est devenue mon alliée discrète. Elle avait traversé une situation similaire quelques années auparavant. Elle savait comment on se noie doucement quand la manipulation est invisible. Elle m'a appris à respirer autrement, à cacher mes émotions, à faire semblant d'être là, alors que mon esprit bâtissait déjà ma sortie. J'ai aussi commencé une thérapie sans en parler à personne. 1 heure par semaine dans un cabinet discret à Villeurbanne. La psychologue m'a dit un jour « Ce n'est pas lui que vous affrontez, Claire, c'est votre silence. » Et elle avait raison. Ce n'était pas lui l'obstacle. C'était tout ce que j'avais accepté, tout ce que j'avais justifié. Au nom de l'amour, au nom de la famille, au nom de la paix. À la maison, Julien ne semblait rien remarquer. Il vivait dans sa bulle de certitude. Il croyait que j'avais capitulé, que mon silence était un renoncement.
Mais il ne comprenait pas que mon silence était une stratégie, que chaque moment que je passais à sourire, à cuisiner, à lui répondre calmement, n'était pas une soumission. C'était une attente. J'ai repris contact avec un ancien collègue de Julien, un homme que nous avions invité à dîner autrefois. Il m'a confié que Julien parlait depuis des mois d'un nouveau projet de vie, quelque chose de radical. Il voulait tout réorganiser, disait-il, recommencer proprement. Ce collègue ne savait pas de quoi il parlait exactement, mais il m'a mis sur une autre piste. Julien préparait sa sortie depuis longtemps, et moi, je devais désormais préparer la mienne. Petit à petit, j'ai senti une force étrange se réveiller en moi. Je ne pleurais plus, je n'espérais plus qu'il revienne. Je n'attendais plus qu'il s'excuse. Je voulais qu'il tombe. Mais pas par vengeance, par vérité. Car la vérité, elle, ne ment jamais. Ce fut un mardi matin comme les autres, du moins en apparence. Le courrier était posé dans l'entrée, éparpillé sur le meuble de bois près de la porte. Des factures, une publicité pour un opérateur téléphonique, et au milieu, une enveloppe, blanche, épaisse, portant le logo d'un cabinet d'avocats. Mon nom complet, écrit proprement. Claire Dubois. Je savais avant même de l'ouvrir. Mon ventre s'est serré. Mes mains sont restées calmes, mais à l'intérieur, un frisson glacé s'était logé dans ma colonne vertébrale. C'était le début officiel de la guerre. Julien avait décidé de frapper le premier. Un dépôt de demande de divorce, assorti d'une requête d'audience préalable. Le motif ? Incompatibilité émotionnelle, négligence conjugale, absence d'implication affective et stress psychologique pour les enfants. Je l'ai relu plusieurs fois. Les mots étaient posés comme des couteaux. Froid, méthodique, affûté. Il ne se contentait pas de me quitter. Il me salissait. Il voulait m'écraser. La demande incluait une proposition de garde partagée des enfants, mais avec résidence principale chez lui. Il évoquait mon épuisement professionnel, mon instabilité émotionnelle, ma difficulté à maintenir une structure familiale équilibrée. Il avait inversé tout ce que j'étais. Il avait réécrit notre histoire, me désignant comme la source de tous les maux. J'ai fermé les yeux quelques instants. Pas de larmes. Pas de panique. Juste une lucidité brute. Il avait compris que je m'éloignais de lui, que je me reconstruisais. Et cela, pour lui, c'était une menace. Il n'aimait pas les femmes fortes. Il aimait les femmes utiles. J'ai immédiatement contacté mon avocat. Nous avons convenu de tout centraliser, de ne répondre à rien dans la précipitation. Il fallait du temps, du sang-froid, de la stratégie. J'ai également parlé avec Élodie. Elle m'a aidé à relire les documents, à repérer les tournures utilisées, les manipulations. Elle m'a rappelé, une fois de plus, que les agresseurs subtils jouent toujours la carte de la victime en public. Julien a commencé à se montrer sous un nouveau visage. Avec les enfants, il devenait le père modèle, présent, bienveillant, presque trop. Il cuisinait, s'intéressait à leurs devoirs, posait des questions sur leur journée. Lila s'en étonnait même. Papa est bizarre. On dirait qu'il veut gagner un concours. Thomas, plus réservé, gardait le silence. Il observait. Il savait. Moi, je restais calme. Je ne contre-attaquais pas. Pas encore. Chaque sourire que je lui rendais, chaque mot neutre, chaque silence poli n'était plus un acte de faiblesse. C'était une manœuvre. Il croyait me pousser à bout. Il croyait que je hurlerais, que je perdrais le contrôle. Mais je m'étais préparée. J'étais prête à encaisser. Dans son esprit, il avait déjà gagné. Il avait l'avantage juridique, il avait tissé son récit, il avait une complice prête à fournir des arguments professionnels. Mais ce qu'il n'avait pas, c'était la vérité. Et la vérité, moi, je l'avais. C'est dans le passé de Julien que j'ai trouvé mes premières armes. Ce passé qu'il croyait avoir bien enterré, sous des années de façade impeccable, de dîners bourgeois et de conversations creuses avec des collègues complices. Mais tout finit par remonter à la surface, surtout lorsque quelqu'un décide, enfin, de creuser. Tout est parti d'un mot lancé par Élodie, presque par hasard. Il a sûrement déjà fait ça avant.
La phrase m'a hantée pendant des jours. Elle avait raison. Les prédateurs raffinés comme Julien ne commencent jamais leur œuvre à 40 ans. Ils affinent leur méthode avec le temps. J'ai fouillé ses vieux papiers, ceux qu'il gardait dans une mallette au fond du garage. Parmi des documents, d'université et de vieilles photos de voyage, j'ai trouvé une série de relevés d'un ancien compte, clôturé il y a des années. Et là, un nom. Élise Dufresne. Une ex-compagne, que Julien ne mentionnait que rarement, toujours avec un air condescendant. Une relation d'étudiant, rien de sérieux. J'ai retrouvé sa trace à travers les registres publics, puis sur un réseau social professionnel. Elle vivait aujourd'hui dans un petit village au nord de Limoges et travaillait dans une école maternelle. Je lui ai écrit, sans y croire vraiment. Un message simple, respectueux, sans accusation. J'ai expliqué que j'étais l'ex-femme de Julien, que je traversais un moment difficile et que j'avais besoin de comprendre certaines choses de son passé. Elle m'a répondu 3 jours plus tard. Son message tenait en quelques lignes, mais chacune d'elles était une claque. Il m'a tout pris, il m'a isolée, m'a fait douter de moi. Il m'a laissé avec des dettes et des questions sans réponse. Je n'ai jamais osé porter plainte, mais je vous aiderai si je peux. Nous avons parlé au téléphone. Sa voix était douce, mais on y sentait encore des traces de blessures mal refermées. Elle m'a raconté les étapes, la séduction, l'installation rapide, la gestion exclusive des comptes par Julien, les critiques déguisées, les manipulations, et enfin la séparation brutale, avec des papiers signés sous pression. Elle n'avait rien pu prouver. Elle avait fui, juste pour survivre. Ce témoignage était une révélation. Julien n'avait pas seulement planifié ma chute, il l'avait répétée, testée, améliorée. Ce n'était pas un accident. C'était un système, une méthode. Avec l'aide de mon avocat, nous avons rédigé une attestation officielle que Élise a accepté de signer. Ce document, ajouté au dossier, devenait une pièce précieuse. Il ne prouvait pas un crime, mais révélait un comportement, un schéma. Et face à un juge, un schéma récurrent peut tout changer. J'ai commencé à relier les points. Les dates de ses promotions, les périodes de changement de logement. Chaque ascension dans sa vie semblait suivre la fin brutale d'une relation. Comme s'il se nourrissait de ses départs. Comme si chaque femme abandonnée était une étape de plus vers son confort personnel. Je n'étais plus seulement en train de défendre mes droits. J'étais en train de dévoiler sa nature. Pièce par pièce, mot après mot. Et plus j'avançais, plus la peur diminuait, car maintenant ce n'était plus lui qui m'analysait. C'était moi qui le décortiquais. Le jour de l'audience arriva sous un ciel gris et lourd, comme si même le temps s'accordait au poids de ce moment. Je portais un tailleur sombre, sobre mais ferme, mes cheveux attachés, les mains serrées sur le dossier épais que mon avocat m'avait aidé à constituer. Julien était déjà là, assis dans la salle d'attente du tribunal, vêtu de son costume de consultant bien élevé, le regard tranquille. Il m'a salué d'un hochement de tête. Froid. Mes enfants, eux, étaient restés à la maison. Je ne voulais pas qu'ils voient ça. Pas encore. Nous avons été appelés dans la salle. Un silence dense, presque électrique, s'est abattu sur nous. Le juge, une femme aux traits calmes mais au regard dur, a ouvert la séance. Julien a pris la parole en premier. Il a déroulé son récit avec brio. Sa douleur face à la froideur de son épouse, ses efforts vains pour préserver le dialogue, ses nuits sans sommeil à cause de mon comportement distant, de mon obsession pour le travail, et surtout, de mon supposé déséquilibre émotionnel. Il parlait lentement, en articulant bien, comme un acteur qui connaît son texte. J'écoutais sans broncher. J'avais prévu chaque mot. Je connaissais ses armes. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était ma réplique. Quand ce fut mon tour, je me suis levée. Mon avocat avait voulu parler à ma place, mais j'ai insisté. Je voulais que ce soit moi. J'ai commencé par les faits, les documents, les relevés bancaires, les transferts suspects, les copies des contrats modifiés à mon insu. Puis, calmement, j'ai sorti les échanges avec Camille Moreau, leurs messages, leurs conversations codées. Je les ai lus à haute voix, en soulignant chaque allusion, chaque manipulation. Julien s'est tendu. Il s'est tourné vers son avocat. Il a murmuré quelque chose que je n'ai pas compris.
Son visage restait calme, mais ses mains trahissaient une nervosité soudaine. J'ai poursuivi avec le témoignage d'Élise Dufresne. J'ai lu quelques extraits. La salle était figée. Le juge m'observait sans un mot, attentive. Puis j'ai tendu au greffier un document enregistré devant notaire. Une attestation de mon ancienne collègue d'hôpital, confirmant l'authenticité des documents que j'avais récupérés et leur lecture professionnelle des fraudes sous-jacentes. Julien a tenté d'intervenir. Il a dit que j'étais obsédée, que j'avais fabriqué ces preuves. Il a crié, une fois, une seule, et ce fut de trop. Le masque venait de glisser. Le juge a demandé le silence. Puis, elle a posé une question simple. Pourquoi Madame Dubois aurait-elle falsifié des documents dont elle n'aurait tiré aucun bénéfice immédiat, alors que vous, Monsieur Dubois, en retiriez un avantage évident dans chaque clause? Julien n'a pas su quoi répondre. Et Camille? Elle n'est pas venue. Son nom figurait dans le dossier comme témoin potentiel de Julien. Son absence a été notée, officiellement comme empêchement professionnel, mais officieusement, elle savait. Elle avait compris que cette fois, le jeu allait trop loin. L'audience s'est close dans un calme étrange. Le juge a demandé un report de décision pour complément d'instruction. Mais dans les regards, le déséquilibre avait changé de camp. Julien avait perdu son aplomb. Et moi, pour la première fois depuis des mois, j'étais debout, digne, entière. Je voulais faire plus que simplement me défendre. Je voulais que chaque action de Julien se retourne contre lui, que son propre plan, conçu pour me détruire, devienne la preuve de sa perfidie. J'avais déjà accumulé les documents, les témoignages, les enregistrements, mais il me fallait la pièce maîtresse, une preuve irréfutable de sa manipulation active, de son intention de me nuire. Entre les audiences, les rendez-vous avec mon avocat et les nuits à fouiller des dossiers, j'ai mis en place un piège. Sa confiance m'inspirait. Il croyait que j'étais brisée, qu'il me contrôlait. Il n'imaginait pas que je préparais une contre-attaque lucide et méthodique. Tout a basculé un après-midi, alors que je lui proposais de revoir ensemble certaines déclarations fiscales pour vérifier des montants. Je savais qu'il tenterait de falsifier des chiffres ou de mettre des lignes. Avec précaution, j'avais orchestré un rendez-vous dans le salon, face aux enfants, enregistrant discrètement la discussion. La conversation s'est déroulée calmement. Il a feint la coopération, puis, lorsqu'il pensait que je n'écoutais pas, a commencé à parler à voix basse des stratégies pour minimiser son image, accélérer le divorce, étouffer toute trace de détournement. Il a mentionné Camille, son rôle, la manière dont il comptait transférer le reste vers des comptes offshore. Il a répété la phrase clé « Il faut qu'elle ne puisse jamais revenir sur sa fortune ». J'ai su à ce moment que j'avais tout ce qu'il fallait. Pendant ce temps, son avocat, persuadé de contrôler la situation, m'avait accordé un délai de réponse. J'ai attendu que la prochaine audience soit fixée. En parallèle, j'ai confié l'enregistrement à mon conseil. Une interception réalisée selon la loi, sans montage, claire, intelligible. Nous l'avons relu ensemble pour en extraire les passages essentiels. Chaque mot de Julien devenait un fragment de preuve puissante. Il n'était plus victime, ni victime imaginée. Il était un acteur impénitent de machination froide. Le jour de la comparution suivante, le tribunal était tendu. Les avocats s'étaient préparés. Mon conseiller avait soumis, en lieu et place de mes interventions habituelles quotidiennes, un mémoire complet basé sur cet enregistrement. Il exigeait une perquisition des espaces numériques de Julien, la consultation de ses relevés bancaires jusqu'à 5 ans en arrière, et la convocation de témoins clés, non seulement Élise et Élodie, mais aussi un expert financier et un juriste spécialiste en fraude matrimoniale. Julien, en face de moi, gardait un masque de confiance. Il me regardait comme si je n'existais plus. Ses lèvres s'étiraient en un léger sourire, parce que, dans un réflexe professionnel, il croyait encore tenir la partie. Mais à l'instant, où le jugement a été lu, où le juge a donné la parole à mon avocat pour lire les passages cruciaux de l'enregistrement, il a pâli, en silence, mais visiblement. Les extraits ont été projetés, cités à haute voix, relus en détail. Chaque phrase brutale, chaque indication de manipulation, chaque planification,
Quand le juge a interrogé Julien, livide, il a tenté de tout renier. Il a dit que c'était sorti de contexte, que j'avais mis un enregistreur sans prévenir, que j'usais de représailles. Mais il n'y avait plus de mensonge possible. Ses propres mots étaient enregistrés, sans ambiguïté. Le juge a noté son changement de comportement, a remarqué ses silences, son incapacité à expliquer les détails concrets. Il s'est tourné vers moi. « Madame Dubois, cet enregistrement nous montre une volonté claire de nuire, de contourner les droits de votre épouse. Avez-vous une explication sur les montants transférés, les clauses récemment modifiées ?» J'ai répondu calmement, avec sang-froid. Il a tout préparé, dans l'ombre, sur mesure. Rien ne m'avait été expliqué. Aujourd'hui, je relève tout, et je ne laisserai pas mon nom disparaître. Après cette audience, la décision du tribunal enjoignait l'ouverture d'une enquête préliminaire, recherche de fonds détournés, vérification du contrat d'assurance, examen des comptes offshore et convocation de Camille en tant que tiers. Julien avait enfin compris que sa stratégie s'effritait sous ses propres mots. Le tribunal avait rendu public le fait qu'un enregistrement utilisé comme preuve jouait en ma faveur. Une première victoire, minée à partir de son propre plan. Mon cœur, pour la première fois depuis des mois, a senti une délivrance. Non plus soumission, mais justice. Sans cri, sans hargne, juste la vérité. Il n'avait pas seulement essayé de me trahir. Il avait tenté de me démolir. De m'effacer méthodiquement de chaque recoin de notre vie commune. Mais après l'audience, alors que la vérité avait commencé à fissurer le vernis de son récit, quelque chose en moi s'était stabilisé. Pas une victoire glorieuse, pas un soulagement tonitruant. Une solidité calme, lente, enracinée. J'étais debout. Et cette fois, rien ne pourrait me faire plier. Je suis rentrée ce jour-là et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai ouvert toutes les fenêtres de l'appartement. L'air frais de Lyon a balayé les draps, les rideaux, les murs. J'ai respiré. Vraiment. Les enfants n'étaient pas encore rentrés. Le silence n'était plus angoissant. Il était libérateur. J'ai pris une décision. Ce lieu, notre appartement, chaque pièce, chaque meuble, portait l'empreinte d'une histoire désormais achevée. Il ne s'agissait plus de survivre à une trahison, mais de renoncer volontairement à ce que j'avais appelé notre maison. Parce qu'elle n'était plus la mienne. Elle ne l'avait peut-être jamais vraiment été. J'en ai parlé à mon avocat, et nous avons entamé la procédure de vente. J'ai aussi parlé aux enfants, avec douceur, avec honnêteté. Lila a pleuré. Thomas est resté silencieux. Mais tous deux ont compris. Nous avions besoin de recommencer ailleurs. J'ai choisi une ville plus petite, à 1 heure de route, de Lyon. Un endroit calme, entre forêt et collines, où le bruit ne serait plus un rappel constant de tout ce que j'avais perdu. J'ai visité une maison modeste, lumineuse, avec un jardin derrière et une grande cuisine ouverte. Pas un palace, mais un endroit vrai, à ma mesure, à la nôtre. En parallèle, j'ai repris mes études. Une formation en gestion hospitalière. Cela faisait des années que je voulais évoluer au sein de l'hôpital, passer de l'action immédiate à la stratégie, à la coordination. Mais j'avais toujours repoussé ce rêve, pour Julien, pour les enfants, pour le bon moment, ce moment, je l'ai créé. J'ai déposé mon dossier, j'ai été acceptée. Le premier jour de cours, en me regardant dans la vitre du tramway, je me suis à peine reconnue. J'avais l'air fatiguée, mais droite, l'œil franc, le dos solide. Je ne me suis jamais mise à raconter mon histoire. Pas sur les réseaux, pas dans des conférences. Je n'étais pas une survivante en quête de projecteur, mais certaines collègues ont compris, sans que je dise un mot, une manière de marcher, une façon d'écouter. Et peu à peu, elles sont venues vers moi, une par une, pour me parler d'un mari violent, d'un compagnon manipulateur, d'un divorce tordu. Je ne donnais pas de conseils. Je partageais des démarches, des idées, des ressources. Et surtout, je montrais que c'était possible. Pas facile, mais possible. Avec les enfants, la vie s'est réorganisée. Lila a mis du temps à se réhabituer à l'idée de ne pas voir son père tous les jours. Thomas, plus réservé, m'a écrit un mot un soir. « Tu n'es pas parfaite, mais tu es vraie.
Merci de ne pas nous avoir menti. Je l'ai gardé dans mon portefeuille, comme un talisman. Julien, de son côté, faisait désormais face à une procédure pénale. Rien n'était encore certain, mais ses comptes avaient été gelés en partie. Camille avait été entendue. Elle s'était distanciée. Pas pour se défendre, mais parce que, visiblement, elle avait compris qu'elle avait été aussi utilisée. Je ne la plaignais pas, mais je ne la haïssais pas non plus. Je n'ai jamais voulu la destruction de Julien, seulement mon rétablissement. Et maintenant que j'y arrivais, pas à pas, je ressentais quelque chose de nouveau. Ce n'était pas du bonheur, c'était de la clarté, de la présence, une paix qui ne demandait pas de preuves. Je suis redevenue Claire Dubois, pas la femme de Julien, pas la victime d'une trahison, juste Claire, une mère, une professionnelle, une femme qui n'a plus besoin de dissimuler sa force pour être entendue. Les saisons avaient passé, doucement, sans bruit. La maison était désormais meublée à mon image, simple, lumineuse, fonctionnelle. Le salon sentait la cire de bois et la lavande séchée. Le jardin, que Thomas avait pris l'habitude d'arroser chaque soir, commençait à verdir d'une vie tranquille. Lila y avait accroché des guirlandes solaires qu'elle allumait dès la tombée de la nuit. Le jour de notre emménagement, elle avait dit, presque en chuchotant, « Maman, on respire ici. » Et elle avait raison. Ici, nous respirions enfin. J'avais repris le contrôle de ma vie, sans le chercher, juste en refusant de m'éteindre. La procédure judiciaire avait suivi son cours. Julien, bien qu'ayant échappé à une condamnation lourde, avait été reconnu coupable de détournement de fonds conjugaux et de falsification de documents privés. Il avait dû restituer une partie des montants transférés illégalement et l'assurance vie, contractée sans mon consentement, avait été annulée. Camille, de son côté, avait plaidé la naïveté et s'était vue infliger une suspension professionnelle temporaire. Elle avait disparu de nos vies, comme une ombre trop fine pour laisser une empreinte. Je ne ressentais ni vengeance ni triomphe, juste un équilibre retrouvé, une clôture sans feu d'artifice. Julien n'était plus un monstre dans ma tête. Il était un homme qui avait échoué à me briser, et cela suffisait. Un matin de printemps, alors que je revenais du marché avec un panier de légumes, j'ai trouvé une lettre dans la boîte, une écriture que je connaissais bien. L'enveloppe n'avait ni adresse de retour, ni timbre. Julien. Il avait probablement demandé à quelqu'un de la déposer. J'ai hésité. Puis je l'ai ouverte. La lettre était courte, une page à peine. Il y parlait de regrets, de réflexion tardive, de ce qu'on aurait pu être. Il disait ne pas chercher de pardon, mais espérait que je puisse, un jour, le comprendre. Et à la fin, une phrase. « Tu m'as échappé, Claire. Je croyais te dominer, mais tu étais déjà loin. » Je l'ai relu 2 fois, puis je l'ai déchiré. Lentement, sans colère. Juste parce que ce chapitre était clos. Il ne restait plus rien à dire. Le soir même, assise dans le jardin, je regardais Lila courir après notre vieux chien, pendant que Thomas bricolait une enceinte pour son portable. Le soleil se couchait derrière les collines, dorant les nuages et les tuiles. Je les ai regardés longtemps. Ils riaient. Vraiment. Librement. Je les ai rejoints, une tasse de thé à la main, et je me suis assise dans l'herbe. C'est là que je l'ai senti. Non pas un bonheur éclatant, non pas une exaltation de victoire, mais une paix profonde, une sensation rare, celle d'être entière, d'être exactement à la place où je devais être, pas en fuite, pas en défense, juste, présente, vivante. Je pensais à la Claire d'avant, celle qui doutait, qui faisait tout pour tenir debout un monde déjà effondré. Celle qui croyait que l'amour exigeait de se taire, de supporter, de comprendre même l'injustifiable. Cette Claire-là m'était encore familière, mais elle ne me dirigeait plus. La Claire d'aujourd'hui n'avait plus besoin de plaire pour exister. Elle n'attendait plus qu'on la reconnaisse pour se sentir réelle. Elle ne cachait plus sa force, ni ses failles. Elle était femme, mère, bâtisseuse de sa propre paix. Elle savait dire non. Elle savait s'arrêter. Elle savait recommencer. Et si je devais tout refaire, je referais. Parce que cette traversée,
aussi douloureuse qu'elle ait été, m'avait ramenée à moi, à celle que j'étais avant d'aimer Julien, à celle que je n'avais jamais vraiment cessé d'être. Je suis restée là, dans l'herbe, à regarder mes enfants vivre. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri sans effort. Pas pour rassurer, pas pour masquer, pas pour apaiser, juste parce que j'étais bien. Et cela, aucun homme, aucune trahison, aucun procès ne pouvait me l'enlever.